quand on a créé la boîte, au-delà de l'open data, de la data évidemment, qui est un sujet qui nous passionne, on s'est dit bon tiens, on a envie de faire une entreprise qui soit vraiment un pur modèle SaaS. On reste sur, et puis si ça marche pas. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a envie d'avoir comme type d'entreprise et d'essayer de réussir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéocast proposé par Into the Minds. Mon invité d'aujourd'hui est un apôtre de l'open data, un ancien apôtre qui a su se convertir à la religion de la data. Il vient de lever 21 millions d'euros, c'est le patron d'Open Data Soft, c'est Jean-Marc Lazare. Salut Jean-Marc. Bonjour Pierre-Nicolas. Et merci d'être avec nous pour bien nous expliquer l'histoire d'Open Data Soft, toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour aujourd'hui en faire une très très belle plateforme data. Alors comme tu le sais, le podcast est chapitré et je t'ai demandé de réfléchir aux KPI, aux chiffres que tu aimerais partager avec nous qui résument ta réussite. Tu n'as pas choisi 21 millions parce que tu as choisi le chiffre... J'ai choisi le chiffre 1 parce qu'on a un produit, une plateforme. Donc c'est ce qui illustre c'est notre projet de base, c'est de se dire que finalement on allait développer une même solution et qui, peut-être de manière un peu prétentieuse, allait répondre à plein de besoins. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Après 10 ans d'existence, on a une même plateforme qui sert tout un tas de besoins dans le monde de la data, et on y reviendra, et qui est utilisée dans 25 pays, donc avec des cultures, des langues, des projets très différents, qui aujourd'hui sous-tend plus de 2000 plateformes data à travers le monde, donc, et qui est donc commercialisé auprès de près de 300 clients. Voilà, et ça pour nous c'était un challenge. On est éditeur de logiciels et on croit beaucoup à ce monde des plateformes, avec ce qui est très exigeant pour nous parce qu'évidemment on doit en permanence la faire évoluer. J'irai quasiment tous les jours pour, comme toute bonne solution aujourd'hui digital grand public, doit servir de manière massive un grand nombre d'utilisateurs. Comment est-ce que tu résumerais l'idée, l'objectif que sert Open Data Soft ? L'objectif, c'est... Nous, on aime bien résumer d'ailleurs le mot data en disant la data, c'est le nouveau contenu. Pas parce qu'il remplace les autres, parce que souvent, la data, c'est quelque chose qui semble des fois un peu trop technique, un sujet de gestionnaire de base de données. Alors, c'est pas faux, mais c'est de la connaissance. Et nous, on dit, la data, c'est du contenu. Ce contenu et cette connaissance, il faut la mettre à disposition, la rendre consommable, actionnable par le plus grand nombre. Donc, nous, notre job, c'est de démocratiser l'accès et les usages à la donnée. Là où d'autres outils complémentaires sont là pour la stocker, pour la traiter en masse, pour faire des analyses poussées, faire de l'intelligence artificielle. Sauf que tout ça reste accessible à un petit nombre d'experts. Et la data prenant de plus en plus d'intérêt dans notre quotidien, ce nombre d'experts n'est évidemment pas suffisant. Et donc nous, on fait en sorte que les 98 autres % de la population, les experts aussi, bien sûr, utilisent notre solution, puissent y accéder. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans son quotidien, comme aujourd'hui on consomme du texte, des images, des vidéos sur son smartphone, sur n'importe quel support, mais on veut que ça soit possible avec de la data. Et finalement, il y a à peu près trois grands types de consommateurs, on va dire, de données, et qui d'ailleurs peuvent des fois se conjuguer autour d'une même personne, qui peut jouer les trois rôles. Il y a des développeurs qui vont vouloir consommer de la donnée selon des standards. Ils n'ont pas envie d'apprendre 50 technologies. Ils consomment déjà des données sur tel environnement, sur Azure, sur Amazon, sur que sais-je encore, des choses plus spécifiques. Nous, on va respecter ça et on va rendre possible la consommation de n'importe quelle donnée sous ces formats-là, en appuyant sur un bouton. D'autres personnes veulent, entre guillemets, télécharger cette donnée de manière brute dans des formats standards et ouverts. Donc les mettre dans leur outil préféré, Excel ou autre tableur, parce que c'est leur... Et on va leur permettre de télécharger dans des formats standards des données structurées, bien préparées pour qu'elles soient immédiatement travaillables. Et puis, pour d'autres utilisateurs, et ça peut être d'ailleurs les deux premiers que j'ai mentionnés dans une étape préparatoire, accéder visuellement à cette donnée. Aujourd'hui, une donnée, elle porte la plupart du temps une information temporelle ou spatiale. Donc, ça veut dire qu'on peut automatiquement, et c'est ça notre travail, c'est d'automatiser tout ça pour que la personne n'ait pas à faire beaucoup de choses. On va aller la projeter sur des cartes, sur des graphiques, et comme sur un bon moteur de recherche web, quand on cherche un restaurant, on voit apparaître des données sur une carte. Il n'y a pas de raison que des données métiers ou d'autres types d'informations ne puissent pas être explorées comme ça. Donc c'est vraiment ces trois types d'expériences qu'on va automatiser en termes de production
et qui vont permettre à tous ceux qui ont de la donnée à disposition à partager avec leurs collègues, avec leurs partenaires économiques, business ou avec le grand public dans certains cas, puissent le faire. Donc nous, notre plateforme, c'est une plateforme tout en un, comme un outil de gestion de contenu pour, encore une fois, j'ai cité d'autres types de contenus aujourd'hui, va le permettre, mais pour la data, avec les spécificités de la data, qui fait qu'une data, ça peut être juste un chiffre dans un tableau, il y a des notions de sécurité, de droit d'accès, évidemment, les expériences qu'on crée avec la donnée, c'est pas exactement les mêmes expériences qu'on crée avec une vidéo, donc voilà, donc en termes de restitution. Donc on va vraiment être sur toute cette chaîne et on va permettre de gérer et d'automatiser cette partie-là. Alors, comme je l'ai dit en introduction, tu as été, ou tu l'es encore, un apôtre de l'open data. C'est de là que vient aussi Open Data Soft. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la genèse de l'idée il y a 10 ans, puisque Open Data Soft, tu me corriges si je dis une bêtise, mais c'est 2010-2011 à peu près? Oui, c'est ça. C'est un projet qui est né avec on est trois associés, donc avec Franck et David. On a créé Open Data Soft fin 2011. On travaillait avant dans une société qui s'appelait alors Exalid est racheté par Dassault Systèmes, mais donc qui est toujours qui s'attelait à développer des technologies. C'est un peu le lien avec ce que je disais à l'instant, plutôt dédiées au traitement automatique, à l'indexation, donc voilà, au moteur de recherche sur les images, sur la vidéo, sur le texte. Et donc à cette époque-là, on a eu un petit peu cette intuition, peut-être à travers les projets qu'on commençait à avoir dans les entreprises, de l'accès à la donnée. Beaucoup de projets de traitement, de stockage en masse, mais on disait à un moment donné, il faut bien que quelqu'un accède à cette matière-là, et pas que le gestionnaire de la base de données. Et au même moment, vraiment, c'était pas forcément prémédité. Au même moment est arrivé en Europe continentale, parce que c'est déjà un peu développé aux États-Unis, le mouvement Open Data. Donc, et ça a commencé à s'implémenter dans des villes pionnières, en Europe. Et ça nous a passionnés à titre individuel. On s'est dit, mais c'est juste, en fait, ce qu'on était en train d'imaginer de manière un peu technique sur cet accès à la donnée, on s'est dit, en fait, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est exactement ça. C'est les administrations locales ou nationales qui, poussées par un mouvement, je dirais, de transparence, au départ, dans l'administration Obama aux États-Unis, dire on va aller mettre les données publiques, quelles qu'elles soient, ça peut être des données budgétaires, des données de qualité d'air, quelles que soient, à disposition de tous pour des questions de transparence, donc rendre compte de l'action publique, des questions d'innovation, d'accélération finalement d'innovation dans les services publics, en disant cette matière-là, si on la met à disposition d'autres, ils vont pouvoir fabriquer plus rapidement des services qui servent au public et pas attendre que l'administration les fasse parce qu'elle n'a pas forcément les moyens et pas forcément l'idée d'ailleurs de le faire. Et puis troisième point, être plus efficace parce que finalement, entre administrations, avec tous les millefeuilles qui peuvent exister, les villes, les départements, les régions, enfin selon les pays, ça s'appelle pas comme ça, mais on va mieux se partager l'information, on va prendre des meilleures décisions. Et donc, on s'est dit, c'est exactement ça. Donc, on a lancé la boîte. Il y a eu un alignement, je dirais, des temporels, des planètes. On a lancé la boîte en novembre, à l'automne 2011. Et il se trouve qu'au même moment, puisqu'on est une entreprise française, on se lançait. Ce qui s'appelle la mission étalable, globalement la mission Open Data du gouvernement français. Donc, fenêtre de tir. Et on a commencé à travailler assez rapidement, alors pas pour le gouvernement français, mais pour un certain nombre d'acteurs des villes, la ville de Paris, des départements dans le tourisme, des acteurs de gestion de réseaux d'eau qui sont très impliqués évidemment dans la gestion des services publics comme Veolia. Voilà, donc on a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, on a vécu toute une histoire et qui continue puisqu'on ferme le chapitre des 10 années passées, enfin on le ferme pas, et puis là on se projette sur les 10 prochaines années. Alors comment est-ce qu'à un moment où tu as cette intuition que les données publiques, l'open data est disponible et qu'il faut le mettre à disposition du plus grand nombre, comment est-ce que tu valides l'intuition que c'est vraiment une bonne idée et qu'il y a un besoin pour une plateforme comme ça? Oui, c'est essentiel parce que évidemment on peut croire à la belle idée et puis s'imaginer qu'on a fait le bon produit, mais c'est évidemment pas suffisant. Donc ce qu'on a fait, c'est que on est allé voir auprès de nous. Donc on a la chance entre guillemets d'être dans une grande ville capitale, donc avec un écosystème très riche. Donc on est allé voir simplement la ville où on vivait, la ville de Paris. On avait entendu qu'il y avait des gens qui commençaient à se lancer là-dedans. D'ailleurs, ils avaient commencé à développer, à mettre en ligne un prototype avec des solutions grand public, Google, qui donnait un premier aperçu. Donc voilà, on a fait finalement le tour des acteurs qui s'étaient déjà un petit peu engagés. Il y en avait 4-5 comme ça en France. On est allé les voir et on leur a dit, aujourd'hui vous le faites de manière, alors avec des outils très performants. Je pense à Google, mais de manière un peu artisanale. Est-ce que déjà notre intuition, le fait que demain et assez rapidement vous ayez besoin d'un outil dédié à ça, qui permette d'avoir une gestion unifiée, qui permette de traiter des problématiques aussi qui ne sont pas que techniques, logique un petit peu d'espace de confiance parce que
quand on prend une ville, c'est assez intéressant une ville, hein, c'est plein d'acteurs, enfin on le vit tous, enfin une ville ou un territoire, hein, c'est évidemment une municipalité, c'est des acteurs publics de différentes strates, c'est des entreprises de services publics qui opèrent le transport, l'eau, machin, c'est des acteurs privés, quoi. Et finalement chacun a un morceau du puzzle qui à la fin fait la data du territoire. Et donc on s'est dit, ben en fait, c'est des gens, ils travaillent pas ensemble. Enfin, c'est pas naturel pour eux d'aller partager. Et donc on s'est dit, en plus, on va nous pouvoir être Donc on allait voir, ils ont validé l'idée. Ils ont dit, ok, on teste. On a vraiment besoin. Donc là, on est tombé. C'était un peu les early adopters, comme on dit. Hein, ils avaient la même conviction. Et comme ça s'est assez vite bien passé, ben on a eu très rapidement. Voilà, dès le mois de février, donc tu vois, créer la société en fin novembre, décembre, février, des premiers contrats et on a pu se développer et gérer au rythme du développement du mouvement Open Data qui a été assez fort à ce moment-là pendant 3-4 ans. Gérer juste et c'est génial avec nos clients et se faire connaître. Donc après, du marketing, on s'est fait connaître hors de France. Je crois que notre premier client hors de France a été d'ailleurs la ville de Bruxelles, si je me souviens bien. Après, des États-Unis, parce qu'il y a, comme je disais, c'est un mouvement qui était déjà un peu développé depuis 2 ans, donc un peu 2 ans d'avance, on va dire. Donc il y avait une société équivalente à la nôtre qui s'était lancée. Donc on avait vu ça, on s'est dit tiens, il n'y a pas d'entreprise en Europe. Donc mais le territoire américain étant très grand, voilà, on a apporté un petit peu de concurrence, alors de loin, mais donc il y a des villes ou des États américains se sont quand ils ont cherché des solutions, nous ont trouvé. Voilà, on s'est bien fait référencer sur là où il fallait et on a commencé à travailler pour différentes villes en Caroline du Nord. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, et puis après l'histoire a continué. Donc ça veut dire que le démarrage de l'entreprise est porté par le mouvement Open Data. Quelles sont à ce moment-là les tactiques marketing que tu mets en place pour te faire connaître? Parce que bien entendu, déjà l'Open Data, c'était pas forcément quelque chose connu du plus grand nombre, mais en plus pour aller attaquer des acteurs publics où les cycles de décision sont généralement longs, comment est-ce que tu t'y es pris? Alors on a fait beaucoup de marketing en ligne. Hein. On est une entreprise aujourd'hui. Et c'était déjà vrai, c'était encore plus vrai à l'époque, mais finalement on n'a pas dévié de ça. Hein. On est une entreprise avec une localisation principale, voilà, en France. Hein. Alors c'est vrai que là, le Covid rebat un peu les cartes. On ne sait pas trop où sont les gens, mais bon, non, on est et on a ouvert ensuite plus tard un bureau commercial aux États-Unis, mais on a fait beaucoup de marketing en ligne, hein, donc de use case, de livres blancs, beaucoup je reste dans le champ sémantique que tu évoquais, voilà, le côté d'évangélisation. Et on n'était pas les seuls. Il y a eu tout de suite une communauté, on va dire, d'acteurs qui croyaient à ce mouvement. Et c'était un moment d'ailleurs assez intéressant, hein, même challengeant, parce que les gens disaient, il y en a, on va dire, alors je vais couper le monde en deux, hein, et moitié des gens qui disaient non mais c'est une mode, c'est très sympathique, c'est utopie, mais voilà, tout le monde va retomber sur terre, et puis voilà. Et puis d'autres dont on faisait partie, et on disait on pense que c'est un mouvement de fond, dans la relation, je dirais, des individus à la société, à leurs institutions publiques, à leurs entreprises, parce qu'après on verra que ça s'est étendu à d'autres mondes que l'administration. Et donc voilà. Et donc on était quand même toute une communauté et on faisait, voilà, ça a été pas mal promu. Donc un marketing très, on va dire, événementiel, pédagogique, et puis beaucoup de marketing en ligne. Ça c'est plus le nôtre et qui nous a permis assez rapidement de nous développer hors de France. Je me souviens. Des fois, quand on est apôtre de quelque chose, c'est des fois hors de ses frontières qu'on est le plus entendu. Hein. Voilà, on commençait à avoir quelques références intéressantes en France, et je me souviens du ministère de la Santé du Portugal qui nous a contactés par notre site web, contact. Voilà, on cherche une solution open data. Bon, je trouve qu'il n'y avait pas d'acteur portugais ou autre qui est là-dessus. Donc apparemment, vous faites des choses sympas. Et un mois plus tard, on avait le ministère de la Santé du Portugal comme client. En plus, ce qui nous a permis de nous rendre compte tu parlais des cycles longs. Il y a une vraie différence d'un pays à l'autre. Hein. Un pays ultra avancé, en tout cas, dans la capacité, dans le digital et la capacité à contracter, ils nous envoyaient l'inverse du cliché de l'idée reçue qu'on peut se faire. Ils avaient des contrats en anglais, capacité à souscrire à des solutions en SaaS. Voilà. Donc voilà, le monde c'est pas tout partout pareil. Et du coup, ça nous a permis aussi de découvrir voilà, des pratiques culturelles et business assez différentes et très intéressantes. Vive l'inbound marketing. Donc une fois que les premiers clients sont trouvés, comment est-ce que ou à quel moment est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un décollage et que la solution doit s'étendre et puis être réservée uniquement à l'open data?
Alors il y a deux il y a, il y a, il y a deux choses en fait. D'abord, c'est quelque chose qui arrivait plus vite que ce qu'on pensait. C'était quand même dans notre intuition. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, les smart cities, il y a les villes, il y a les gestionnaires d'eau, de transport, ce sont des entreprises, certaines des grosses entreprises privées mondiales. Et on se disait bon, en fait, elles ont quand même, elles n'ont pas que de la elles n'ont pas que de la donnée à partager au grand public, elles doivent partager. Donc on s'est dit, il y a quand même un intérêt en termes d'efficacité opérationnelle, on va dire. Et donc, on a eu assez vite ces entreprises-là comme clientes. Donc, ça nous a presque un peu surpris parce que ça, on pensait le faire dans un second temps. Et puis, bah, comme je le disais, Veolia était un de nos premiers clients pour des besoins, on va dire, privés d'entreprise. Mais après, c'est vrai que c'est resté un peu une exception. Et le décollage, le fait où on a commencé à sentir le fait que d'autres acteurs non publics s'intéressent à nos solutions ou que des acteurs publics s'intéressent à nos solutions mais pour des besoins qui ne sont pas l'open data. Il n'y a pas que de l'open data dans l'administration. C'est arrivé, oui, au bout de 4-5 ans. Tu vois, là, on a 10 ans. On va dire que vraiment l'évolution, c'était au bout de 5 ans. Comment on l'a senti c'est quand finalement des gens... En fait, ce qui s'est passé, c'est que des entreprises qui ont expérimenté l'open data en tant que consommateurs, parce qu'ils disaient, voilà, ils venaient consommer de la donnée publique pour leurs propres besoins, et se sont dit, mais en fait, c'est quand même vachement sympa. C'est ça la nouvelle façon de consommer de la donnée, quoi. Et pourquoi donc nous, nos propres données, métiers, pour nos collaborateurs, pour nos partenaires business, on ne proposerait pas ce même type d'expérience. Donc ça a commencé comme ça. Et finalement, bah pareil, c'est arrivé en inbound, mais sans vraiment l'avoir marketé en tant que tel. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on va pouvoir commencer à aller proposer nos solutions dans des contextes d'attaque qui sont pas exactement ceux qu'on racontait au départ, quoi. Alors il y a toujours une tension justement quand on développe un produit technologique, on dit parfois il faut pas être trop à l'écoute des clients pour pas faire trop de personnalisation, de customisation et de sacrifier le produit. Est-ce que tu as senti cette tension-là lorsque les utilisateurs ont voulu utiliser la plateforme pour quelque chose qui n'était pas prévu au départ? Ah oui, en permanence, hein, c'était. Alors pour le coup, j'ai eu la chance que mes associés et moi, on soit très alignés là-dessus. J'irais sur le projet d'entreprise qu'on voulait faire. Quand on a créé la boîte, au-delà de l'open data, de la data, évidemment, qui est un sujet qui nous passionne, on s'est dit bon, tiens, on a envie de faire une entreprise qui soit vraiment un pur modèle SaaS. On reste sur. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a envie d'avoir comme type d'entreprise et d'essayer de réussir. Donc oui, cette tension là en permanence. Et alors, j'irais encore plus quand on est sur des sujets de partager les données pour en faire d'autres usages. Et donc on est dans tous les secteurs. Donc à un moment donné, quand ton client c'est un opérateur télécom, il va te dire mais est-ce que vous pourriez pas traiter des données comme ci, puis on a d'autres problèmes. Venez donc développer cette complément, venir remplacer d'autres bouts de leur système d'information parce qu'on est à la frontière un peu de tout. D'autres dans le monde des transports dire mais est-ce que vous pourriez pas en allant un petit peu plus loin faire des systèmes d'information voyageurs. À la limite, on ne demandait pas d'aller jusqu'à fabriquer des bornes interactives pour d'autres. On nous disait mais en fait j'ai vu que vous récupériez des données de capteurs de qualité d'eau, mais vous n'auriez pas envie de vous lancer dans des choses limite vendez des capteurs comme les gens qui vendent des balances connectées avec la partie data. Donc il y a eu en permanence des signaux et des fois des sujets super. Hein, enfin c'est pas et on s'est dit en fait non, il faut qu'on reste nous sur une proposition de valeur qui est d'être une entreprise qui rend possible des usages en complément de ces solutions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un spécialiste sur ce sujet, je dirais, de la fabrication d'expériences autour de la donnée, soit que les expériences soient produites directement avec notre solution si c'est suffisant, soit qu'ensuite elles se retrouvent sur une borne interactive, de tel ou tel opérateur. Donc oui, cette tension, on l'a senti, c'est une, je sais pas si c'est une rigueur ou une discipline, en tout cas, c'est un alignement avec notre projet d'entreprise et ce que nous on voulait faire. Et on aurait pu et ça aurait peut-être donné une toute autre entreprise et très performante aussi, hein, se dire à un moment donné, en fait, c'est génial, les technologies d'information voyageurs dans le transport, lançons-nous là-dedans et oublions le reste. On aurait pu, oui, enfin des questions comme ça, on s'en est posé plein. Et après, la décision, on l'a prise encore une fois en fonction du projet d'entreprise qu'on voulait mener et puis aussi des potentiels business. Hein. Des fois, il faut faire attention.
ne pas se laisser aspirer dans des idées très sympathiques, mais où il y a 3 clients et des fois le seul client à qui on parle, aussi gros soit-il, en fait c'est juste un des 3 clients et on va pas mettre à mal tout le reste. Donc, voilà. Donc oui, ces tensions-là, tensions positives, hein, je pense que c'est très stimulant aussi, hein, ça permet de se remettre en question un peu en permanence, de revalider ses choix, ses hypothèses. Donc il faut le prendre comme heureusement qu'elles existent aussi ces tensions-là. Et après voilà, les uns et les autres ne réagissent pas toujours de la même façon. Ça doit pas être facile toujours de dire non et puis d'insatisfaire ou en tout cas de risquer de pas satisfaire le client. Ah mais c'est une excellente remarque parce que des fois on est toujours un peu gêné face à un client de dire non et alors, évidemment on dit pas non de manière on reste poli et on explique, c'est pas mais on a beaucoup de clients et notamment nos clients les plus fidèles quand on les interviewe, quand on leur demande mais bon voilà, c'est quoi votre relation Open Data Soft, ou quand ils témoignent d'ailleurs, c'est certains sans rien qu'on leur demande, ils disent en fait ce qu'on apprécie chez Open Data Soft c'est cette grande proximité avec le client, mais la capacité à nous dire non. Pas non, vous client, vous avez tort. On n'est pas là pour dire au client s'il a raison ou il a tort. Mais non, nous on le fera pas parce que c'est pas notre spécialité. On veut pas vous faire croire qu'on le ferait, et parce qu'il y a plein de gens qui aussi peuvent faire croire que. En revanche, on va plutôt, si on a des bonnes idées, on va vous expliquer qu'il faudrait peut-être le faire comme ça, que vous pourriez utiliser telle autre solution complémentaire. Et ça, c'est quelque chose que nos clients ont apprécié, parce que finalement. C'est peut-être un peu différent aujourd'hui, mais pendant longtemps, ça n'a pas été le standard, on va dire, de l'industrie IT. Donc, et ça a mené d'ailleurs à beaucoup de déceptions et d'échecs dans les projets. Donc, cette attitude-là, je pense qu'elle nous a été, elle est dans notre ADN, quoi. Ce côté, on aime bien dire qu'on a 3 valeurs en fait dans l'entreprise et qu'on essaie évidemment de traduire en interne, mais et en externe. C'est une question de simplicité, d'essayer de simplifier les usages et voilà, et d'avoir aussi une relation simple et directe. Une question d'utilité. On cherche à faire des choses utiles, donc aller raconter qu'on saurait faire ça et probablement qu'on saurait le faire, mais pour aller faire quelque chose de pas utile in fine. Et puis question de fiabilité. On aime bien dire voilà, on est fiable. Alors certes, nos technologies se doivent être fiables, mais on est fiable dans ce qu'on vous dit. C'est-à-dire on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on vous dit et voilà, à 99,9%, il y a pas de voilà. Des fois ça marche pas, mais on se l'est dit avant. Donc c'est ça aussi, c'est très lié à la culture de l'entreprise. Probablement au domaine auquel on s'est attaqué, quand on emploie le terme démocratiser l'usage de la donnée. Alors, c'est pas une démocratie au sens aux connotations politiques, mais c'est vraiment rendre accessible au plus grand nombre. Il y a comme une forme de mission, quoi. C'est qu'on se donne, parce qu'on pense que ça change le quotidien des gens, ça change un certain nombre de choses et ça transforme dans un sens qui nous plaît, en tout cas, les pratiques professionnelles ou même dans la société en général. Alors, il y a une chose à laquelle tu n'as pas dit non, c'est les 21 millions qui ont été proposés pendant la levée de fonds. Et ça nous mène au dernier chapitre de ce podcast. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 21 millions et comment est-ce que tu vois le futur d'Open Data Soft ? On n'a pas dit non aux 21 millions, surtout qu'on est allé les chercher, donc on y a passé beaucoup de temps, donc ça prend beaucoup de temps une levée de fonds et pendant ce temps-là, évidemment, il faut continuer à avoir une entreprise performante. Donc ces 21 millions, on est allé les chercher pour 2 choses, c'est-à-dire que justement, on pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a construit a un potentiel d'expansion dans des secteurs d'activité sur lesquels on n'est pas ou quasiment pas présent. Donc un peu ce qu'on se disait, voilà, par rapport à un premier temps de l'entreprise, surtout tourné vers les acteurs publics et l'open data, ce qui est évidemment toujours un de nos piliers importants. C'est quand on dit on va extendre, c'est justement on va pas renier ça, mais voilà, on a vraiment tout un potentiel aujourd'hui où on pense que le marché est au meilleur moment pour entendre justement tous les bénéfices de l'approche de partage de données, de mise à disposition, de création de nouvelles expériences, dans un contexte où on parle, tout le monde parle de la valeur de la donnée, mais souvent la valeur de la donnée, à part ceux qui gèrent le stockage en masse et le traitement, personne en voit trop la couleur. Donc ce qu'on va faire très simplement, on va investir beaucoup de moyens justement, on va dire en marketing et en vente. Donc quand je dis beaucoup de moyens, on n'est pas une entreprise B2C, je vais pas faire de la pub à la télé au Super Bowl, mais on va évidemment embaucher pas mal de gens. Notre sujet c'est recruter. Si je devais dire concrètement ce qu'on va faire, on va embaucher. Aujourd'hui, on est à peu près 70 personnes. À la fin de l'année, si évidemment on trouve, parce que le marché est un petit peu tendu, mais ça va, on a une mission sympa, donc les gens viennent aussi parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait c'est utile. Voilà, on sera une centaine de personnes, donc tu vois, c'est faire 1,5 fois quasiment la taille de l'entreprise en 12 mois, et évidemment on continue cette tendance-là. Donc le sujet il est là, c'est d'accélérer la croissance, donc expansion secteur d'activité, donc aller faire connaître, traduire, je dirais, notre offre relativement générique dans des propositions de valeur bien spécifiques dans le monde de la santé, dans le monde du retail, dans le monde etc. Et puis, donc ça c'est l'aspect sectoriel.
Et puis ensuite aussi répliquer géographiquement et investir de manière plus significative géographiquement dans des zones où on est déjà présent. Typiquement, bon, je prenais de manière à la fois anecdotique, mais c'est un vrai sujet, hein, la puissance, et tu le disais, de l'inbound marketing. Voilà, très bien, on a le ministère du Portugal qui vient, donc on a des clients dans 25 pays, mais pour 20 de ces 25 pays, les gens sont venus comme ça. Ils ont trouvé sur Google, si je puis dire, ou autre moteur de recherche performant. Voilà. Et maintenant, on a acquis dans certains pays comme la France, comme aussi la Belgique sur certains sujets, la Suisse, etc. On a acquis une position aussi de leadership sur notre secteur. Et donc, sur d'autres pays qu'on n'a pas travaillé proactivement, on va investir plus de moyens, voilà, simplement. Donc, ça veut dire des équipes qui, et culturellement, éventuellement de nationalité, sont plus familières avec les pratiques business, un investissement marketing, donc avec toutes les palettes qu'on peut trouver sur ces zones-là à développer. Renforcer, accélérer aussi notre présence aux États-Unis, où on est ça fait maintenant quelques années qu'on a un bureau là-bas, mais on va dire c'est quasiment de l'export, on va dire on est en mode un peu task force, et ça marche bien pour le coup. Et donc voilà, c'est un très grand pays, donc on va pas couvrir, mais on va mettre un petit peu plus de moyens. Donc voilà, et puis évidemment une partie de ça, mais ça va sans dire dans le monde de la technologie, ça va être évidemment de faire monter en gamme et d'étendre notre solution, parce que tout simplement on parle de digital, les expériences, je parle beaucoup d'expériences data, mais les expériences digitales en général, elles évoluent en termes d'interface, en termes d'expériences utilisateurs qui peuvent être proposées. Donc nous, on se doit d'être en permanence évidemment à ce qui se fait de plus adapté. Pas forcément d'ailleurs de plus sophistiqué, mais justement de plus simple. Et c'est un vrai challenge, hein, de rendre simple des choses qui sont un peu compliquées sous le capot. Voilà. Et puis un dernier point sur la partie produit, c'est peut-être pas la partie la plus visible, mais on est dans un écosystème extrêmement riche, extrêmement dynamique. Comme je le disais, nous on est le dernier kilomètre, hein, dans la logistique de la data, on est le dernier kilomètre qui la met dans les mains des gens. Mais avant le dernier kilomètre, il y a eu plein d'autres choses. Il y a des gros acteurs du marché, de stockage, de traitement, et ça n'arrête pas de bouger. Et donc, on travaille de plus en plus avec ces gens-là, parce que c'est eux qui créent, qui gèrent la donnée de manière primaire. Et donc, ensemble, eux plus nous, et le eux, ça peut être plein de gens, c'est pas forcément, ça fait la valeur finale. Donc, c'est aussi pour nous des investissements technologiques, d'être capable de s'intégrer nativement à ces solutions que nos clients achètent, donc auxquelles nous on se doit aussi d'être branchés en permanence. Donc pas mal de sujets assez excitants, à vrai dire, hein, parce que quelque part le côté pionnier qu'on essaie d'avoir, c'est de se dire, ok, c'est quoi demain une expérience data réussie pour un utilisateur, que ce soit un habitant d'une ville qui consomme une data de service public, ou que ce soit un collaborateur dans une entreprise qui quelque part va gagner du temps et trouver finalement son job plus sympa au quotidien. Donc si on devait résumer, c'est ça notre réflexion. Et en utilisant la matière data qui, si on n'en fait rien, c'est plutôt un coût et qu'autre chose. Eh bien, je retiens 100 personnes d'ici la fin de l'année 2022, donc je vais vérifier avec toi que ce pari est réussi. J'espère. En tout cas, merci Jean-Marc d'avoir partagé ce trajet entrepreneurial avec nous, et puis Merci. on se dit à bientôt. À bientôt, merci Pierre-Nicolas.